Merci à vous d'être là ce soir, d'avoir bravé la pluie. Voilà, c'est pas encore les torrents, on verra dans quel état est Montpellier en sortant. Donc, cette rencontre que nous accueillons dans le cadre d'Africa Montpellier est une programmation artistique et culturelle autour du continent africain. Donc, cette rencontre est la deuxième, elle sera succédée de 6 autres. Ça précède le sommet Afrique-France, voilà, pour le sommet qui aura lieu le 8 octobre prochain. Donc, évidemment, je remercie le réseau des médiathèques, sa direction et son équipe qui accueillent cette rencontre et les suivantes. Merci à la librairie Le Grain des Mots qui sont là ce soir et qui vendent l'exemplaire du livre ce soir. Merci à vous et merci bien sûr à toi, Assia Djoulaït, d'être avec nous ce soir. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de m'entretenir un petit peu avec toi en off. Et ce soir, je suis heureuse encore de pouvoir parler de ton livre. Il y a plein de questions que je me pose et vous avez bien sûr la possibilité à la fin de la rencontre de poser vos questions également. Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par présenter un petit peu ton livre et puis tu liras l'extrait que tu avais choisi. Donc, Noire précieuse, c'est donc ton premier roman qui est paru en mars 2020 chez Gallimard. Il a été remarqué, il t'a valu d'être lauréate du prix du jeune écrivain et du festival du premier roman. Assia, tu es également prof de français depuis 6 ans dans l'Académie de Montreuil, si je ne me trompe pas. C'est intéressant pour la suite. Donc, avant de te laisser la parole et te laisser lire un extrait, Noire précieuse, en bref, c'est l'histoire d'un binôme de femmes, de Céleste et de sa mère Oumou, qui est d'origine ivoirienne. Elles habitent dans le 18e arrondissement de Paris. Et on va suivre en fait le parcours de Céleste, de ses 10 ans à ses 18 ans environ, en tant que jeune adulte. On va découvrir un petit peu la difficulté de chaque adolescente de grandir, mais d'autant plus d'être confrontée à une conjugaison de cultures différentes et qui est vraiment propre à chacun. Le livre commence par une désillusion. En fait, Céleste, qui a alors 10 ans, comprend que sa mère, qui est aussi surnommée la femme feu dans le quartier, et elle ne s'est jamais demandé pourquoi auparavant. Elle apprend donc que sa mère, qui est gérante de magasin de crèmes de beauté pour femmes noires, qu'elle vend des crèmes pour dépigmenter la peau, donc pour blanchir. Et donc il y a cette réalité un peu brutale qui est évidemment difficile, mais le plus compliqué pour Céleste, c'est de comprendre que sa mère utilise également ces crèmes et donc qu'elle lui ment. Et donc, tu avais choisi un extrait, Assia, pour démarrer sur ça. Bonsoir à tous, merci. Merci Julia d'être là, je suis ravie. Et merci aussi a fortiori parce qu'il pleut dehors et qu'on m'a dit qu'à Montpellier, c'est compliqué de se déplacer quand il pleut. Donc bravo à vous. Alors, pour compléter ce qu'a dit Julia, effectivement, je pense que le nœud de ce début de roman, c'est lorsque Céleste sort de l'enfance, parce qu'elle se rend compte pour la première fois que sa mère n'est pas seulement sa mère, mais est aussi une adulte. Une adulte, ça veut dire une personne qui a des défauts. Et elle se rend compte pour la première fois que sa mère est capable de lui mentir. Donc c'est le moment, au début du récit, où Céleste, justement, sort de cet état d'illusion et d'idolâtrie face à sa maman. Toute la soirée, Céleste serra la mine. À 21h, elle savait que sa mère ne tarderait pas à entrer dans sa chambre. Dans l'attente, elle priait, les mains jointes, mais nerveuses. Comme toujours avant de dormir, Oumou déposa sur le front de sa fille le baiser habituellement rassurant. Si proche de la peau de sa mère,
Céleste redécouvrit cette odeur familière qui avait embaumé son enfance. Elle avait toujours pensé que ce parfum était celui des dames, des grandes dames même, puisqu'elle ne se souvenait pas de l'avoir senti ailleurs. Mais ce soir-là, les effluves avaient l'aspect d'une matière coagulée. C'était comme s'il y avait des relents de charogne, d'allumettes craquées ou de cuir vieilli. Ce soir-là, elle se dit que sa mère sentait la cendre. Lorsque Oumou éloigna son visage de celui de sa fille, le voile âcre se dissipa dans l'air. Les mots de réconfort sonnèrent creux. Tremblante, Céleste rassembla ce qui lui restait de courage pour observer les mains de sa mère qui remontaient le long de la couverture, comme on ajuste un mensonge, comme on ferme un cercueil. Elles achevèrent de sortir Céleste de l'enfance. Elles étaient un feu de bois, labouré par la lave, taché de flammes, de gris, de honte. Merci. Assia, peut-être qu'on peut commencer par le début. C'est-à-dire que Céleste et Oumou, donc Oumou est née en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'a mené sur les traces de ces personnages? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je sais que tu as voyagé, que ça a aussi provoqué le récit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ces personnages sont arrivés et pourquoi la Côte d'Ivoire? Alors, avant que ce soit un pays ou avant que ce soit une couleur de peau, je me suis intéressée à la langue, donc aux locuteurs, parce que effectivement, j'ai eu la chance dans le cadre de mes études et de ma passion pour la littérature francophone de beaucoup voyager, notamment au Liban. Et lorsque je suis rentrée à Paris, j'ai beaucoup travaillé, préparé mes cours du côté du quartier de Château-d'Eau que je décris dans le roman. Et autour de moi s'agitait cette langue qui mélangeait le nouchi, le français et pas mal d'autres dialectes ivoiriens. Et j'ai eu envie de m'intéresser à la manière dont on pouvait retranscrire ce français modifié, métamorphosé, dans un espace textuel littéraire. Je trouvais que le champ littéraire ne rendait pas suffisamment compte, d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, suffisamment compte de toutes ces transformations, un peu comme si vous aviez la langue française tyrannique d'un côté et puis les peuples locuteurs de l'autre, qui ne parvenaient pas du coup à accéder à cet espace textuel et qui restaient un peu trop figés dans l'oralité. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à cette langue, et puis évidemment à ceux qui la parlent, donc aux Ivoiriens, et qu'on ne détache pas le fond de la forme, donc ils m'ont raconté aussi leur histoire, à leur manière, avec leurs mots, et petit à petit, des thèmes ont surgi, donc le thème de la dépigmentation, le thème de l'intégration, le thème de la migration, etc. Merci. Donc effectivement, dans ton roman, il y a une très belle part qui est consacrée à la langue. Et ce qui m'avait étonnée, c'est que alors les mots ont leur importance, et c'est la langue qui a aussi son importance, surtout qu'elle est utilisée dans certaines situations. Par exemple, le français de France est considéré comme la langue sérieuse dans le texte. C'est vraiment celle que Céleste utilise et Oumou va utiliser dans les sujets importants. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'en fait, le français est un peu la langue du dominant, voilà, de la culture qui accueille. Mais en fait, dans ton texte, c'est surtout Céleste qui domine cette langue et qui domine sa mère avec cette langue. Et à chaque fois qu'elle l'utilise, on sent que sa mère n'a pas pied, qu'elle ne maîtrise pas autant, et que c'est comme ça qu'elle implique sa force alors qu'elle a 10 ans ou 14 ans. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire quel était l'enjeu avec cette inversion en fait, de rapport de force? Oui, Céleste, c'est celle qui du coup va accéder à cet espace du langage
Et cet espace va l'éloigner de sa mère. Et c'est aussi par les mots que Céleste va faire face à sa mère, lui faire mal, utiliser les mots qui la feront souffrir, lui dire la vérité, lui dire des vérités qu'il est difficile d'entendre pour une mère. Et c'est souvent ce paradoxe à la fois... les enfants d'immigrés maîtrisent davantage le français que leurs parents. Et c'est à la fois une force, mais c'est en même temps ce qui va creuser une distance avec les parents. Et c'est ce grand paradoxe de la fierté des parents parce que les enfants ont été plus loin dans une certaine maîtrise, et puis que cette maîtrise leur donne un statut social, mais en même temps un déchirement parce que les enfants maîtrisent très rarement la langue maternelle. Donc c'est le cas de Céleste qui ne maîtrise pas vraiment le nouchi et qui est très, très mal à l'aise lorsqu'elle est avec les tantis du quartier, qui lui demandent des comptes à cet égard. Et donc voilà, je pense que Céleste incarne bien à la fois cette consécration du maniement de la langue, mais en même temps, c'est comme si finalement elle sacrifiait aussi une part de son identité d'origine. Oui. Oui, effectivement, il y a un peu un combat entre Céleste et Oumou, parce que Oumou, elle connaît la Côte d'Ivoire, elle maîtrise sa langue, et elle ne cesse de garder un peu la Côte d'Ivoire pour elle, parce que ça fait partie du passé, et son passé est lourd, donc elle refuse quelque part que Céleste puisse s'y intéresser. Et pour Céleste, c'est compliqué, parce qu'elle maîtrise le français, mais elle est intriguée et forcément attirée par ses origines, donc elle est très intéressée par tout ce qui se passe, cette langue, la culture, le pays. Elle ne cesse de se dire que ça l'intrigue parce que c'est interdit aussi par sa mère. Et donc il y a une tension qui commence à avancer et se développer dans le texte jusqu'à la fin où en tout cas il y a une très grosse dispute entre elles et clairement les mots finissent par être très violents. Et une fois de plus, c'est le français qui abat sa maman. Tu avais choisi un extrait là aussi, je pense qu'il est assez évocateur. Oui. Pour moi, c'est la continuité du premier extrait, mais c'est vraiment la rupture, le déchirement dans la chair, puisque pour ceux qui ont lu l'ouvrage, c'est le moment où donc Céleste a fait un choix, elle a posé le choix de partir en week-end chez ses amis blancs, alors que sa mère n'était pas d'accord. Et lorsqu'elle revient, sa mère lui reproche du coup de se transformer en Bounty. Donc Bounty, c'est l'expression consacrée pour pointer une forme de blanchité souhaitée, donc noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et c'est le moment dans le roman où effectivement Céleste renvoie sa mère à tous ces mensonges, au fait qu'elle se dépigmente la peau, au fait que toute sa vie, elle a souhaité échapper à ce qu'elle était vraiment. Et Oumou, évidemment, le reçoit de cette manière. Céleste considéra sa mère qui regardait la surface de ses mains brûlées. Oumou se décomposa sous les yeux de sa fille. Elle était défigurée, foudroyée par une vague de souffrance honteuse. Elle ne maîtrisait plus ses membres. Son corps, cette terre infernale, était arrivé au bout du mensonge. Son visage s'était contracté et figé dans une forme de continent dénaturé par les fers, ravagé par des ombres blanches. Son regard s'emplit de brume. Oumou griffa la peau de ses mains, comme pour jeter sa peau et sa mémoire. Mais la douleur ne venait pas des mains. La vraie brûlure avait jailli d'ailleurs et ne pouvait pas saigner. Elle ne pouvait pas non plus être déchirée. C'était sous la peau de sa mère que Céleste venait d'arracher les nerfs, comme on arrache des racines. C'était sous la peau que Céleste avait enfoncé des aiguilles brûlantes qui enflammaient les souvenirs. C'était sous la peau que des veines enfiévrées lacéraient Oumou. Céleste, son enfant, sa chair, venait de l'écorcher et de piétiner la plaie jamais refermée.
Elle avait rompu le respect qu'impose le sang pour découvrir le corps de sa mère, tassé sous un coulis de honte. Elle avait craché les mots terribles, et cette pluie de flammes avait ravagé une peau déjà meurtrie. Oumou était nue. Donc là, on retrouve le français, dit le français de blanc, dans la narration, puisque c'est souvent ça dans le roman. Il y a un espace narratif avec un français grammaticalement pur, on pourrait dire, et puis il y a un espace de dialogue qui est très lié à l'oralité et aux variations de ce français pur. Et Oumou se saisit bien, c'est-à-dire qu'elle va occuper tout l'espace de la langue pour justement amoindrir sa mère et lui dire à partir de maintenant, je ne suis plus, je ne serai plus celle que tu attends que je sois. Oui, effectivement, on ressent ce moment de rupture aussi, qu'on connaît un peu tous aussi entre les enfants et les parents. Il y a un moment où il faut que ça explose. Je vais juste rebondir sur le mot de bounty parce que ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur... alors ça, c'est du hors-texte, c'est le choix des notes de bas de page. Et en fait, c'est toujours compliqué quand on met dans un texte des expressions étrangères, parce qu'on se demande à quel point on a envie d'expliquer ou non au lecteur pour qu'il puisse comprendre. Alors, moi, je me sentais très à l'aise parce qu'il y avait beaucoup d'expressions qui sont compréhensibles, même si on n'est pas tout à fait certain du sens. Mais il y avait des expressions où je me suis dit, mais en fait, ces notes de bas de page, elles sont utiles pour une autre génération. C'est-à-dire que bounty, cette expression, je la connais, te chicoter. Pour moi, c'est une expression que je connais beaucoup et qu'on utilise parce qu'elle fait partie de notre culture aussi, de notre génération. Et on avait rigolé sur le fait qu'il y a une note pour flexitarien. Et je me disais, mais c'est pas étranger. Et donc, Assia, peut-être que tu peux me redire ce qui s'était passé sur le choix des notes de bas de page. Ça avait été un vrai sujet, la question des notes de bas de page chez Gallimard, parce qu'ils sont habitués à un français très classique. Et que donc, quand on arrive avec ce genre de mots un peu contemporains ou des variations vernaculaires, c'est compliqué. Pour Flexitarien, au sein du comité de lecture chez Gallimard, certains ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, j'imagine que ce sont des personnes un peu plus âgées qui ne s'intéressent pas nécessairement aux différents régimes alimentaires, etc. Et du coup, j'avais pas relevé nécessairement cette note de bas de page-là, mais pour toutes les autres, notamment lorsqu'il s'agissait de Nouchi, ça pose une vraie question parce que quand on s'intéresse à la manière dont on présente les variations du français, on se demande aussi quelle place lui accorder dans un espace textuel, littéraire. Et donc... les annexes, c'était pas possible parce que la flemme des lecteurs. Et puis la coupure vraiment dans le geste d'aller à la fin pour les plus téméraires. Et la note de bas de page, c'est aussi parfois une rupture assez violente pour certains. Certains lecteurs m'ont dit finalement, je ne les lisais pas et je préférais être incertain du sens des mots plutôt que d'aller voir en bas. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'on considère que le mot nécessite un à côté, alors que dans la manière dont j'ai envisagé l'ouvrage, pour moi, ça n'est pas un à côté, c'est un en dedans. Vraiment, tous ces mots, les mots nouchés, etc., j'ai essayé de les intégrer dans le texte. Évidemment, parfois, c'est pas possible pour certaines expressions. Mais j'étais très étonnée qu'on me suggère d'insérer une note de bas de page pour taper poteau. Donc taper poteau, c'est au premier chapitre lorsqu'Oumou dit à sa fille t'en fais pas, moi je sais quel destin tu as devant toi et tu risques pas de taper poteau. Donc j'avais suffisamment confiance dans le lecteur pour me dire qu'il allait faire appel à un imaginaire, puis voilà, à ces images pour comprendre. Mais en fait, non.
Donc, je suis très sûre, alors que ça fonctionne très bien avec mes élèves qui évidemment, pour certains maîtrisent, mais qui sont plus réceptifs et un peu comme des éponges qui seraient capables, comme ça, de façon instantanée, de comprendre ce dont il s'agit. Donc ça a été un vrai sujet, les notes de bas de page, et je pense que pour certaines d'entre elles, j'ai peut-être quelques regrets, parce que j'ai pas suffisamment fait confiance au lecteur dans sa capacité justement à trouver par lui-même ce dont il s'agissait. Bon, après, vaut mieux en avoir trop. Et puis, voilà, quand on est lecteur, on peut aussi, comme tu disais, passer outre. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas trop envahissantes. C'est-à-dire qu'elles sont là au début. Et ce qui est génial, c'est que c'est assez intuitif par la suite. C'est qu'on est là, ça y est, moi, je comprends tout. Il n'y a plus besoin de notes de bas de page. Je suis complètement dedans. Donc ça, c'est génial au final. Elles sont là un peu au début. Et il y en a des surprenantes comme Flexitarien, où effectivement aussi, qui c'est qui a suggéré ça. Donc, tout ce travail de la langue, en fait, qui est donc très dynamique, avec justement ces changements voilà, de culture, de rythme, des phrases courtes, d'autres qui sont très imagées. Elle permet aussi de traiter des sujets assez sérieux. Donc, effectivement, il y a la dépigmentation, donc, qui fait ravage en Afrique subsaharienne. On disait que c'était peut-être l'endroit où c'était le plus symptomatique. Mais il y a d'autres pays où, effectivement, cette pratique, on la retrouve également. Peut-être que tu peux nous parler un peu de voilà, ton désir de parler de ce sujet-là, et aussi ce que ça dit un peu des rapports hommes-femmes en général. Alors, c'est toujours un peu délicat la question de la dépigmentation, parce que d'un point de vue dominant, on a tendance à apporter un regard très jugeant et moralisateur sur cette pratique, qui pourtant s'explique très bien d'un point de vue sociologique. Donc elle est toujours très présente, cette pratique, en Afrique subsaharienne, mais au Maghreb et en Inde et en Asie, etc. D'un point de vue légal, la vente des produits dépigmentants sont interdits en France. Mais il suffit de se balader. J'étais d'ailleurs dans le centre-ville de Montpellier tout à l'heure et je suis passée devant une boutique afro et en devanture, il y avait ces produits-là au nom très révélateur, Clarissime, Bella Claire, etc. Donc ces produits sont interdits, mais ils existent et puis voilà, ils continuent de se répandre. J'ai essayé dans l'ouvrage de ne pas prendre parti et puis de sortir de la dimension morale, du point de vue dominant et de la posture qui est de dire c'est mal, pourquoi elles font ça, ou ils font ça, ils sont très beaux comme ils sont, etc. etc. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des personnes qui m'expliquaient concrètement que dans leur vie quotidienne, en se dépigmentant la peau, en se lissant les cheveux, en adoptant une image un peu plus conforme, ils parvenaient à trouver une meilleure place dans la société, avoir un meilleur salaire, nouer des relations sentimentales et amicales de qualité. Donc toutes ces choses-là expliquent un acte qui est parfois incompréhensible et qui est même problématique d'un point de vue sanitaire, puisque l'année dernière, une femme est décédée à l'hôpital à la suite d'une césarienne. Son ventre n'a pas pu être recousu car la peau de son ventre était trop fine. Elle avait été trop affinée par les produits dépigmentants. Donc les médecins ne sont pas parvenus à recoudre sa peau et elle est décédée comme ça. On en est là, c'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes qui préféraient s'affiner la peau et qui même, pour certaines d'entre elles, alors même qu'elles avaient des cancers de la peau, continuaient à se dépigmenter. Donc il y a quelque chose de très... et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tout au long du livre, on retrouve le champ lexical
sous-cutané, de la chair, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment inscrit depuis la colonisation et dont on ne parviendra pas à se défaire, je crois, avant longtemps, qui est le colorisme et qui est le fait aussi que dans les relations entre hommes et femmes, les hommes n'hésitent pas à verbaliser le fait qu'ils préfèrent se diriger vers des femmes au teint clair plutôt que vers des femmes au teint foncé. Donc moi j'ai recueilli tout ça évidemment. Ce que j'en pense d'un point de vue personnel, je pense est partagé par tout le monde, à savoir que c'est déplorable et humiliant pour toute une partie des personnes qui essayent de vivre dignement et d'assumer ce qu'elles sont. Mais le fait est que cette exigence-là existe et que ce sont souvent les hommes qui exercent cette pression sur les femmes, même si les hommes qui se dépigmentent la peau existent aussi, évidemment. Donc voilà, en fait, quand on aborde cette question, je me sens très impuissante et en même temps très en colère parce que pour moi, on n'avance pas. On avance trop lentement et je vois encore, parce que je vois mes élèves quotidiennement, je vois que les standards occidentaux sont encore bien présents. C'est vrai que Céleste, quand elle suspecte sa mère au début d'utiliser le choco, donc la crème qui dépigmente, elle essaie de mener l'enquête de son côté, puisque sa mère ne lui répondra pas et niera à chaque fois la situation et la vérité. Et c'est drôle parce qu'elle mène l'enquête comme une enfant de 10 ans, donc elle cherche quelque chose de logique à pourquoi on se dépigmente, et donc elle en finit par dire mais en fait c'est à cause des garçons parce que c'est vous en fait qui avez une vision sur la couleur de la peau. Alors il se trouve que dans le texte il y a des situations où c'est le cas, et puis il y a aussi on comprend que c'est bien plus complexe et que ça touche vraiment à l'intime, c'est-à-dire que quand tu parles de chair et tout ça, on comprend que c'est quelque part un peu une drogue. C'est-à-dire que les femmes savent à quel point elles sont en danger, mais elles continuent de le faire parce qu'en fait, c'est irrationnel, quoi. Et même Oumou, quand à la fin, elle n'explique pas, en fait. Elle dit j'ai fait ça pour nous, mais on ne comprend toujours pas. Et le lecteur, dans la même situation que Céleste, pour le coup, on comprend juste qu'il y a des choses qui sont inexplicables et qu'on continue de faire, et même si elles sont très dangereuses pour soi, quoi. Et elles sont à la fois déraisonnables, mais en même temps très logiques. Quand, encore une fois, on se dit, se lisser les cheveux et puis teint plus clair égale entretien d'embauche réussi. Donc, il y a chez Céleste quelque chose que j'admire, c'est qu'elle ne se sent pas dérangée par sa noirceur, par ce qu'elle est. Ce qu'elle est ne lui fait mal nulle part, contrairement à sa mère. Et c'est important aussi, c'est la question de la représentativité en littérature, de rendre présent et puis de sauver un peu de l'absence ce genre de personnes qui vivent paisiblement, qui s'interrogent sur ce qu'ils sont, leurs origines, etc., mais qui ont un rapport très tranquille finalement à leur identité. Et Céleste, pour moi, c'est ça, contrairement à sa mère qui a été blessée par le regard d'un homme et qui ne s'en sortira jamais. Cela dit, à un moment donné, Céleste, elle devient adolescente et c'est un peu l'âge compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas très gracieux. Il y a vraiment ce problème de la conformité à une image. Donc on traverse ces problématiques de la représentation, de ce qu'on voit sur les écrans, des stars, des référents. Et puis il y a aussi tout simplement le reflet des autres adolescentes. Et on en vient donc à ton troisième extrait que tu avais choisi sur ce moment-là où elle se fait coiffer. Donc Céleste est admise dans un établissement prestigieux et elle doit faire un effort. Sa mère lui dit
qu'il n'est plus possible qu'elle se traîne de cette manière. Et donc, Céleste se rend dans un établissement tenu par une amie de sa mère, donc un salon de coiffure à Château d'Eau, donc à Paris, qui accueille les diasporas africaines. Pendant qu'elle lisait, le grand peigne aux larges dents rouges qui s'agitait autour d'elle en griffant l'air s'écrasait dans sa chevelure pour l'enrouler, la démêler, lui faire violence, la dompter. On entendait de vrais cheveux craquer sous la pression. Les faux prenaient place sur un crâne de plus en plus engourdi. Cependant, Kumba, Joyce et Rose riaient à longs traits et snappaient les touffes de cheveux non encore matés, dressés sur la tête de Céleste. Rire poisseux de jeunes filles qui attendent l'image conforme. Céleste aurait voulu qu'on lui soude les cheveux soyeux sur la tête pour sentir l'âme blanche lui parcourir le corps. On ne lui reprocherait plus jamais d'être trop foncée. Et les filles ricanaient en considérant que Céleste était certes une go esprit, mais qu'elle demeurait bien vilaine quand même. Le peigne continuait d'aller et de venir dans l'air, dans la masse noire d'une chevelure à la forme et à la nature désormais travestie. Céleste était assise depuis plus d'1 heure et ne sentait plus sa tête, que quelqu'un d'autre orientait à sa place. Elle trouvait le temps long, lourd, pesant. Donc, alors même que Céleste est très à l'aise avec ce qu'elle est, il y a ce passage, effectivement, ce moment à l'adolescence où on veut tout de même trouver sa place. Et donc, elle fait ce sacrifice et elle est en quelque sorte dépossédée d'elle-même. Et on voit du coup que l'entourage peut parfois être assez violent. C'est-à-dire que, bon, là, c'est les copines qui la traitent de vilaine, mais c'est sa mère qui est des fois assez cruelle. Donc j'avais relevé un passage où Oumou pense et surtout dit à sa fille assez clairement qu'elle est disgracieuse. Donc c'était page 39. Dans un coin du salon, Oumou observait sa fille. De loin, sa monstruosité lui apparaissait de façon évidente. « Dieu me pardonne, mais elle est gâtée haut », pensait-elle. Pointée du doigt, parce que brillante et discrète, on ne désignait jamais Céleste lorsqu'il s'agissait de vanter la taille, l'allure, le sourire qui font la beauté des jeunes filles. Donc, effectivement, Oumou est dans une situation un peu complexe, c'est-à-dire qu'elle explique à sa fille que jamais il faudrait qu'elle ne pense à blanchir sa peau, mais en même temps elle est tout à fait consciente que le physique va potentiellement être une barrière dans son intégration. Donc moi ça me faisait un peu penser à en fait, l'ambiguïté des rapports familiaux et aussi un peu féminin, mère-fille. Je ne sais pas si tu pensais à ça aussi. Pour moi, c'était important le mot monstruosité, mais dans le sens étymologique du monstre, celui qu'on pointe du doigt, parce qu'il ne ressemble pas au reste ou à la masse. Et Céleste, c'est ça dans les yeux de sa mère. C'est qu'en fait, je pense qu'en tant que parent, on veut préserver nos enfants d'une réalité difficile. Et en même temps, on considère nos enfants comme ils sont. Et Céleste va intégrer un univers à l'intérieur duquel elle dénote. Donc sa mère est très, très honnête. Elle voudrait épargner les souffrances qu'elle a elle-même vécues à Céleste, mais en même temps, elle veut tout faire pour que sa fille, justement, ne se retrouve pas dans ces situations d'humiliation. Donc elle projette sur Céleste ses propres interrogations, ses propres douleurs, oui. Et donc dans toujours cette thématique de l'ambiguïté un peu et ce tiraillement entre l'intégration et la nécessité de garder ses origines, il y a un autre thème qui est très fort, c'est l'immigration. Et il y a vraiment aussi cette ambiguïté parce que il y a ceux qui sont partis, qui habitent en France ou ailleurs et qui friment, voilà, c'est le mot qui est dans le texte, parce que grâce aux réseaux sociaux, ils embellissent la réalité, ils racontent qu'ils ont des super postes, que la vie est belle. Donc ceux forcément qui sont en Afrique ont envie de les rejoindre et ils font ce trajet qui relève
de l'enfer. C'est un de tes personnages, Bosso, qui revient, qui a réussi à survivre à ça et qui revient chez lui. Donc il a vécu les vols, les viols, les meurtres. Et il arrive à survivre, retrouver ses parents. Et ses parents lui disent qu'ils auraient préféré qu'il soit mort. C'est le passage le plus sombre du roman que souvent on met de côté. Donc merci de le soulever ici. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas, il n'interpelle pas davantage. Parce que pourtant j'ai essayé d'être très fidèle au récit justement de ce Bosso. Et évidemment, c'est une attitude qui est extrêmement violente. C'est qu'on considère que si l'enfant qui a entrepris la traversée, le voyage derrière l'eau revient, c'est que c'est un maudit. Et que donc on doit le tenir éloigné de la société, de la famille, et c'est une honte pour ses parents. Donc j'ai reçu justement ces témoignages de personnes qui avaient une fois, 2 fois, 3 fois entrepris la traversée dans les kwassa-kwassa, donc ces bateaux de fortune qui sont en fait des jouets pour enfants et qui 9 fois sur 10 coulent très rapidement. Et donc, les survivants me disaient que même s'ils revenaient sur le territoire africain, ils ne revenaient jamais sur le territoire familial parce que c'était la malédiction, parce que c'était... oui, c'est ça, il y a tout un imaginaire ensorcelé derrière ça et autour de la faillite, en fait. Et Bosso, dans le roman, c'est celui qui a sacrifié sa famille, puisque sa famille a emprunté de l'argent à gauche et à droite, et qui ne parvient pas, et qui pourtant est celui qui, au début du récit, a infligé à Oumou la souffrance initiale et la souffrance originelle. Et donc finalement, il y a une inversion ici, puisque c'est celui qui se sentait tout puissant et qui pensait parvenir à immigrer, qui va se retrouver en position de faiblesse et qui va être embauché par la sœur d'Oumou en Côte d'Ivoire. Donc, là, ça me fait penser à la difficulté et au poids du nous de la communauté qui bien sûr traverse tout le récit et surtout que Céleste doit confronter, parce qu'il y a toute cette ambiguïté du nous auquel elle doit appartenir. C'est une communauté à laquelle elle doit appartenir et on ne cesse de lui dire voilà, il faut que tu t'intéresses à la langue, il faut que tu ailles dans ton pays. Et en même temps, on lui dit, on la traite de bounty. Elle-même parle de haute trahison parce qu'elle va quitter le quartier pour aller étudier ailleurs. Donc elle est un peu chahutée par ce nous. Mais c'est ce qu'on relevait tout à l'heure, c'est qu'elle est la seule dans tout ce chaos un peu de projection, de poids, de désir, du passé, du futur, à être bien dans ses baskets. C'est ce qu'on avait aussi évoqué. Mais parce que je pense que, encore une fois, la quête d'identité peut être très tranquille. Et c'est comme ça que j'envisage ce personnage. Et j'aime beaucoup ce concept sociologique de cheval à bascule plutôt que de transfuge. L'idée que ces enfants, ces filles, ces fils d'immigrés sont des chevaux à bascule dans un univers et puis dans un autre, et qu'ils amènent ce qu'ils sont et cachent parfois ce qu'ils sont lorsqu'ils sont dans le 5e arrondissement de Paris, et puis redeviennent qui ils sont, mais de façon modifiée avec les apports du 5e arrondissement de Paris lorsqu'ils reviennent dans leur quartier. Donc je pense qu'on n'en est plus... qu'il faut sortir, notamment en littérature, de la question de qui sommes-nous, où allons-nous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, et que je vois aussi dans mes classes,
qui est en fait fichez-nous la paix, on est là, on est bien, on essaye d'avancer tranquillement. Donc ne nous renvoyez pas systématiquement à cette dualité entre l'origine des parents et ce que nous sommes. C'est beaucoup plus fin que ça. Oui, d'ailleurs, on sent que, en fait, quelque part, Céleste, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse tranquille. C'est une ado, elle vit sa vie et elle a plein de choses à régler de par son âge, de par ses intérêts, de par ses débuts d'amourette, d'amitié. Et j'ai beaucoup apprécié le passage dans le texte où en fait elle finit par exploser quand même. Avant sa mère, c'est avec sa meilleure amie, donc Clémentine, qui pourtant, voilà, il y a eu un crush dès le début, elles s'entendent merveilleusement bien, même si elles ne sont pas du même quartier, qu'elles n'ont pas les mêmes habitudes. Et en fait, on sent le ras-le-bol parce que justement, on est sur ce week-end où elle est partie avec ses amis. Donc ils sont dans une maison secondaire, une très belle bâtisse, avec un grand jardin. Et Céleste manifeste en fait un certain émerveillement. Elle dit ah mais c'est génial, un si grand jardin. Et elle apprécie en fait toute cette nouveauté qui n'existait pas pour elle avant. Et les autres, dans une sorte de bienveillance un peu mal placée, c'est un peu une sorte de dévalorisation positive, tentent de désamorcer en disant non mais c'est pas si exceptionnel, non mais c'est pas si bien, Céleste, c'est tout à fait banal. Et au bout d'un moment, elle craque et elle dit mais en fait si, en fait, parce que pour elle c'est important en fait. Et on a l'impression que là c'est le moment où elle dit en fait j'ai juste besoin de m'exprimer. Et on ressent que les autres, en voulant bien faire, sont juste en train de l'étouffer. Oui, et aussi, ce qu'elle dit, Céleste, c'est pas que la manière dont vous vivez est mieux que la mienne. Elle dit c'est différent. Elle dit je n'avais pas conscience qu'on pouvait quitter Paris le vendredi et revenir le dimanche. Pour elle, c'était quelque chose d'insoupçonné et elle ne connaissait que les trajets en train ou les trajets en avion sur des durées qui s'étendaient sur plusieurs jours ou des semaines. Donc, en fait, elle rend compte d'un monde qu'elle ne connaissait pas et on la renvoie systématiquement à ce mélange de condescendance gênée et bienveillante qui l'énerve. Et tout ça fait qu'elle éclate et qu'elle dit en fait, je suis en train de vous dire que je découvre une autre manière de vivre. Laissez-moi l'exprimer et comprenez-le et point. Je ne suis pas en train de me dévaloriser en fait. Je vous explique que tout ça est nouveau pour moi. Oui, donc ça confirme le personnage de Céleste qui, au milieu de tout ça, reçoit plein de projections, d'avis, d'a priori. Et elle est là, j'essaie juste de grandir à ma manière. Donc au milieu de tout ça, donc de la langue, de ces sujets, de l'intégration, j'avais été étonnée, effectivement, je t'en avais parlé du traitement de la religion. C'est vrai que c'est pas si commun dans les textes contemporains. Et toi, tu avais choisi de les mettre au cœur de ton texte en les mettant dans tous les titres. Peut-être que tu peux nous parler de ça. Alors, mes personnages sont du coup... Enfin, les deux, Oumo et Céleste, sont chrétiennes. Et encore une fois, c'est, je pense, ce désir lié à la question de la représentation en littérature. Il y a urgence à dire que le sacré et le fait religieux est très important chez les adolescents. Et je trouve que les textes mettent un peu trop de côté la dimension religieuse, la place qu'elle occupe dans leur quotidien, et c'est vraiment dommage parce que pour comprendre mes élèves, pour comprendre leur réaction post-assassinat de Samuel Paty, on a besoin de saisir pourquoi est-ce que le sacré est important dans leur vie, quels sont les espaces religieux qu'ils fréquentent, pourquoi c'est problématique, pourquoi ça peut être bien, pourquoi est-ce que ce cadre peut être structurant, etc. Et j'ai écrit Noire précieuse à mon retour du Liban,
donc terre religieuse par excellence. Et j'ai baigné pendant plus d'1 an sur ce territoire plein de religions et qui m'a porté, qui a répondu à des interrogations personnelles. Et en revenant, j'étais pas je savais et je sais que je veux parler de la manière dont les jeunes vivent l'islam en France, mais c'était encore beaucoup trop difficile pour moi de trouver un angle. Donc je me suis dit que j'allais finalement faire un pas de côté et aborder une autre religion monothéiste, mais très en lien aussi avec l'islam. Et Oumou, dans sa manière, en fait, finalement, toutes les deux, dans leur manière d'envisager la religion, sont très semblables à des jeunes femmes musulmanes ou juives, etc. Donc, le lexique religieux était important pour moi parce qu'en fait, leur trajectoire et leurs choix sont guidés par des valeurs religieuses qu'elles essaient de mettre en pratique. Et Céleste aussi est très attachée à baigner dans la religion et veut conserver cette religion. Et c'est quelque chose que je retrouve et qui se déploie d'une très belle manière chez mes élèves. Et c'est aussi en ce sens que j'ai envie de travailler les textes, de montrer à quel point la religion et le sacré peuvent amener à une forme de dignité plus que de honte ou de gêne. Donc je pense que c'est un peu pour toutes ces raisons, oui. Et donc dans ton roman, donc les deux religions sont là, à la fois animistes, avec voilà, tout ce qui est guérisseur. Et c'est assez drôle parce que Céleste, pour ça, c'est vraiment intégré à son quotidien. Et il y a ce moment un peu où elle s'interroge si c'est pas incompatible, en fait, la sorcellerie, elle demande un guérisseur. Et une fois de plus, en ayant voilà, une discussion avec un adulte sur ça, sur est-ce qu'on peut vraiment dire aux gens qu'on va faire revenir l'être aimé et en même temps croire en Dieu. Et donc elle se rend compte que les adultes, une fois de plus, ont quand même... sont étranges quand même. Voilà, ils ont des croyances et ils font des choses qui sont pas tout à fait logiques. Et elle grandit avec ça. Et c'est marrant parce que c'est pas incompatible. C'est-à-dire que Oumou aussi, des fois, lui dit qu'elle veut pas qu'elle retourne en Côte d'Ivoire parce qu'elle pourrait être attaquée par un mangeur d'âme, quelque chose comme ça. Et pour elle, c'est intégré aussi fort que le dimanche, elles vont à l'église. Donc peut-être qu'il y a aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, une fois de plus, c'est un peu comme la langue, c'est que ça se mélange et c'est pas incompatible. Oui, et qu'elle elle distingue très bien, Céleste, ce qui relève de la dimension commerciale et financière de la vie, et elle est embauchée par un faux marabout qui a besoin de quelqu'un pour lui rédiger son annonce. Donc effectivement, guérisseur, bobo, faire revenir l'être aimé, etc. Donc toutes ces annonces un peu farfelues et drôles qu'on peut trouver à Château d'Eau et ailleurs. Elle sait à quel point, ou plutôt elle comprend à quel point on peut manipuler les âmes et puis les personnes fragiles. Mais elle n'y voit pas quelque chose de mal parce qu'encore une fois, je pense que je la voulais non moralisatrice et c'est une manière comme une autre de gagner sa vie et qu'en fait si ça fonctionne, c'est que certains en ont besoin pour s'en sortir. C'est des affaires qui finalement la concernent assez peu. Et à côté de ça, il y a la religion et une attitude à respecter qu'elle adopte sans se poser de questions. Oui, puis elle comprend que en fait les adultes sont conscients parce que le guérisseur dit voilà c'est des bêtises d'adultes et donc elle se dit bon ben en fait ils sont conscients que c'est pas forcément vrai
Et en plus, donc ça, c'est le guérisseur, donc pour plutôt une communauté noire. Mais on a la même chose du côté des Blancs, et ça c'est drôle, parce qu'ils commencent par dire, oui, les coachs de développement personnel. Donc c'est assez marrant, parce qu'on voit qu'au final, tout à égalité, et que les problèmes des adultes se règlent entre eux aussi, à leur manière. Donc c'est vrai qu'elle a un regard d'acceptation, et c'est marrant, parce qu'elle ne s'effraie pas de grandir, du coup, malgré tout ce qu'elle voit. Et alors, j'ai peut-être une dernière remarque avant de laisser potentiellement des questions. Il y a donc dans cette sorcellerie, voilà, cette culture de la magie. Je trouve que le rôle du parfum est assez étrange, c'est-à-dire qu'il passe de main de femme en femme, et il y a même ce terme, il me semble, de sorcellerie ou de mystérieux, voilà, où on se demande en fait s'il n'y a pas, même dans du quotidien, même dans du réel, même dans la dépigmentation, même dans la séduction, quelque chose qui pourrait relever de la magie. On n'est pas loin du surréalisme à ce moment-là. Je pense que c'est l'élément que je voulais un peu flou, le parfum, celui qui embaume les cœurs, qui permet de séduire, qui permet de trahir. Pour Céleste, ça ne fonctionne pas, mais ça a fonctionné pour Oumou. Mais oui, je voulais un élément, je voulais un objet qui rende compte de toute cette dimension mystérieuse. Oui, je pense que c'est le mot, cette dimension mystérieuse que je retrouve dans les contes africains. Et qui en fait, imbriqués dans des histoires comme ça, semblent très vraisemblables, trouvent leur place. Et je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression que ce parfum est un peu la continuité de la personnalité d'Oumou, et que ça fait sens dans sa manière d'envisager ce qu'elle est et de parvenir à ses fins. Donc je n'ai pas de réponse, mais oui, je l'ai voulu comme un élément un peu flou, le parfum. Oui, la fiole. D'autant plus qu'il est relié à des questions amoureuses et à la séduction, et on sait que voilà, il y a un côté un peu alchimie qui n'est pas dans le contrôle. Et au final, c'est assez étonnant qu'avec Céleste, ça s'arrête, quoi. Elle, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, elle va séduire autrement, elle va appartenir au monde autrement qu'avec ce parfum et avec cette question de la peau, parce que ce parfum est aussi relié à la couleur. Donc et aussi, je pense que ça marche pas parce que Céleste fait partie d'une autre race. C'est vraiment une rupture. Céleste s'inscrit dans une continuité, et évidemment, elle est la fille de sa mère, mais c'est une nouvelle génération. Et je pense que Céleste se parfume de façon très mécanique, sans y croire. Alors que pour Oumou et pour sa sœur, il y avait quelque chose de très performatif dans le fait de... on met en place tout cet univers de séduction pour parvenir à nos fins. Céleste, elle, encore une fois, elle est très en dehors de ces stratégies liées à la migration et liées à la réussite, puisqu'elle trouve la ressource en elle, contrairement à sa mère qui, justement, fait appel à des procédés très superficiels pour trouver sa place. Oui.